bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'actu cette semaine, c'est Meta qui promet des lunettes holographiques et qui sort un masque de réalité mixte bon marché. Du rififi chez OpenAI, avec notamment la co-inventrice de ChatGPT qui quitte le navire. ChatGPT, justement, le nouveau mode vocal est enfin disponible, sauf en Europe. Du coup, on ira au Canada retrouver Bruno Guglielminetti qui nous le fera découvrir à distance. Et on évoquera aussi la nomination en France de la nouvelle secrétaire d'État au numérique, Clara Chapaz. L'innovation de la semaine, je vous parlerai d'un étonnant système d'espionnage des conversations par rayon laser. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, les interviews. Vous découvrirez comment les réseaux sociaux sont utilisés délibérément pour attiser les divisions dans la société. Un entretien passionnant avec un spécialiste du CNRS, David Chavalarias. Puis comment lutter contre les arnaques aux fake news qui touchent les entreprises. Vous allez voir que l'imagination des escrocs est sans limite, mais il y a des parades, on en parlera avec la société Wistrust. Enfin, on retrouvera le prospectiviste Olivier Parent pour son podcast partenaire Écho du futur. Il nous parle aujourd'hui du film de science-fiction Bienvenue à Gattaca. En attendant, bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 28 septembre 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. C'est parti et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'hebdo. L'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis Monde Numérique, c'est aussi tous les jours de la semaine des chroniques sur l'actu tech, des actus, des éditos, des interviews long format disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Enfin, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. Cette semaine, quelques remerciements rapides. Tout d'abord à Américo, Julie et Laurent notamment pour leur soutien actif et en monnaie sonnante et trébuchante. Merci à vous pour vos dons de soutien à ce podcast en passant par le lien sur le site mondenumérique.info. C'est évidemment grandement apprécié. Ça nous permet de continuer à vous proposer ces rendez-vous réguliers avec l'actualité tech, avec des interviews. On essaye d'aller plus loin parfois que ce que vous pourrez trouver ailleurs. Et on se prépare même aux grands événements à venir. Je veux parler du CES qui est évidemment en ligne de mire, le CES de Las Vegas, pour lequel je suis, pour ne rien vous cacher, en recherche active de soutien et de sponsors pour pouvoir assurer, comme les années précédentes, une couverture de cet événement incroyable consacré à la tech. Merci également pour vos commentaires via les plateformes d'écoute ou via les réseaux sociaux, et notamment des réactions après mon édito de vendredi sur la question des services américains qui ne sont pas disponibles en Europe et ce qui commence à poser un vrai problème, mais avec un dilemme, le dilemme entre réglementation et innovation. Des avis assez partagés. Il y a vraiment ceux qui se positionnent du côté de la réglementation européenne en disant tant pis, on s'en passera, mieux vaut protéger nos données, etc. Et puis ceux qui disent c'est scandaleux, ça va freiner l'innovation. C'est une question qui est pas simple. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, également participer à cette discussion. Et vous pouvez réagir notamment dans le chat de Monde Numérique. Le lien est en description de cet épisode. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, qui a fait le show cette semaine avec son événement Meta Connect, grande keynote avec une série d'annonces. Je vous en parle en détail dans un épisode à part de Monde Numérique en date du 26 septembre, donc on ne va pas y revenir de manière trop détaillée ici. Vous avez peut-être écouté cet épisode, sinon je vous invite à le faire. Juste pour rappel, donc Meta a annoncé principalement un projet de lunettes holographiques baptisé Orion. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des lunettes quasiment normales qui permettront d'afficher des informations en réalité augmentée, avec des écrans intégrés haute résolution, des caméras, des capteurs, peut-être les lunettes du futur dont on parle depuis si longtemps. Pour l'instant, elles sont encore un peu grosses, pas destinées à être commercialisées. En plus, c'est juste un prototype. On sent que Mark Zuckerberg veut occuper le terrain et vendre du rêve avant de pouvoir vendre des produits en vrai.
Au programme également une mise à jour logicielle pour les actuelles lunettes connectées, les Ray-Ban Meta. Cette mise à jour apportera des améliorations au niveau de l'assistant par intelligence artificielle, comme des rappels intelligents, des traductions en direct. Ça, c'est l'un des grâles technologiques depuis quelques années. La démonstration qui a été faite est plutôt intéressante et vraiment probante. Il faudra voir si dans la réalité, c'est aussi fluide. Et puis du nouveau streaming musical. Enfin, Meta vante les qualités de son modèle d'intelligence artificielle Llama 3.2, doté de nouvelles capacités de vision, une IA multimodale donc, mais une IA à laquelle nous n'aurons pas droit, encore une fois, nous en Europe. En tout cas pas avant une date indéterminée, puisque Meta a annoncé qu'il ne lancerait pas ses outils d'IA sur le vieux continent, officiellement à cause de la réglementation, jugée trop floue, donc des risques de sanctions, etc. Autre nouveauté tech cette semaine, décidément le mois de septembre est un mois plein d'annonces produits, c'est du côté du chinois Xiaomi que ça se passe. Voilà, alors pour les fans de jolis smartphones, on voit ça en détail avec le journaliste virtuel de Monde Numérique, Nicolas. Xiaomi lance deux nouveaux smartphones, le 14T et le 14T Pro. Le fabricant chinois met l'accent sur la photo et sur l'intelligence artificielle. Ces smartphones sont équipés d'une triple caméra Leica avec des capteurs de 50 et 12 mégapixels, un écran AMOLED de 6,67 pouces, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide. Pour le plus gros modèle, ils intègrent surtout des fonctionnalités d'intelligence artificielle. En collaboration avec Google, le fabricant va notamment proposer la fonction entourée pour chercher, afin de permettre d'effectuer des recherches sur le contenu qui s'affiche à l'écran sous forme d'image sans changer d'application, comme par exemple un objet ou une devanture de commerce. Les prix, 649 € pour le 14T et à partir de 799 € pour le 14T Pro. Et puis Xiaomi a confirmé la sortie en France du Mix Flip, son smartphone pliant. Voilà, Xiaomi, ce constructeur chinois qui tisse sa toile, donc, qui propose aussi bien des smartphones que des téléviseurs, des aspirateurs, des projecteurs vidéo, tout ce que vous voulez, et même une voiture qui devrait sortir normalement en 2025. Ça bouge encore cette semaine du côté d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Alors d'abord avec l'arrivée du fameux mode vocal avancé, cette nouvelle version de la version vocale donc de ChatGPT qui permet de dialoguer avec encore plus de réalisme. Ça avait été présenté il y a déjà plusieurs mois, c'est en déploiement progressif et donc ça vient d'être lancé dans de nouveaux pays, sauf en Europe, on l'a dit, on le répète évidemment. Donc un assistant ultra réactif qui fait furieusement penser au film Her. Je ne m'étends pas là-dessus, on va en parler tout à l'heure avec Bruno dans le débrief transatlantique, puisque lui a la chance de pouvoir l'utiliser de l'autre côté de l'Atlantique. Du côté de l'entreprise OpenAI elle-même, il y a également du nouveau avec cette semaine, une nouvelle vague de départ parmi les dirigeants, des dirigeants historiques de l'entreprise, et notamment Mira Murati, la directrice technologique, la CTO d'OpenAI, qui a annoncé sur X, ex-Twitter, qu'elle quittait l'entreprise. Alors c'est un peu un tremblement de terre quand même, parce qu'elle n'était pas très connue, Mira Murati, mais malgré tout, c'est une historique de la compagnie. On la présente souvent comme le cerveau à l'origine carrément de ChatGPT. Et elle vient donc rejoindre la liste qui s'allonge des démissionnaires d'OpenAI. En mai dernier, rappelez-vous, c'était Ilya Sutskever, l'un des cofondateurs également, un personnage important de la compagnie qui avait quitté ses fonctions après un différend quasiment ouvert avec Sam Altman, le PDG. Sam Altman qui donc se retrouve de plus en plus seul, après avoir été lui-même au centre d'un psychodrame l'année dernière, avec un départ et un retour quasi immédiat dans l'entreprise. Et pendant ce temps-là, OpenAI est en pleine restructuration, puisque cette organisation, initialement à but non lucratif, va devenir officiellement une entreprise lucrative à part entière, avec possibilité de faire des bénéfices. Il s'agit d'attirer plus d'investisseurs pour faire face aux énormes besoins en capitaux de l'intelligence artificielle. Et au passage, un changement de statut qui devrait être bon pour le portefeuille de Sam Altman, puisqu'il détiendrait à l'arrivée environ 7% des parts. Le patron qui assure que ces départs en série n'ont rien à voir avec cette restructuration.
Bon, ok. En tout cas, lui, il continue de s'agiter pour faire venir des investisseurs, en promettant toujours monts et merveilles, et notamment l'avènement prochain d'une super intelligence artificielle. Dans un billet de blog publié en début de semaine, Sam Altman a évoqué à nouveau cette super IA qui pourrait, dit-il, surpasser l'être humain pour n'importe quelle tâche intellectuelle. Est-ce qu'elle verra vraiment le jour, cette IA, ou bien est-ce que Sam Altman nous vend du rêve tous azimuts pour séduire les investisseurs ? Eh bien, on verra ça dans le prochain épisode des aventures d'OpenAI. Et on termine par Telegram, la sulfureuse application de messagerie qui met de l'eau dans son vin, visiblement. L'arrestation de Pavel Durov à Paris et son interdiction de quitter le territoire l'a un peu secoué et le conduit à prendre des décisions qui ne feront pas plaisir à tout le monde. En début de semaine, donc, Pavel Durov a annoncé dans un billet sur son canal perso Telegram qu'il allait désormais montrer patte blanche à la justice. Lorsqu'il y aura des délits sur Telegram et que des juges lui demanderont de fournir les adresses IP ou les numéros de téléphone pour identifier les utilisateurs en question, eh bien, ces adresses IP seront transmises à la justice, ce qu'il ne faisait pas vraiment auparavant et ce que font grosso modo tous les autres réseaux sociaux depuis des années, parce que c'est la loi, c'est comme ça dans la plupart des pays. Et donc, Pavel Durov et Telegram vont faire comme les autres, fini la zone de non-droit. Il annonce aussi la mise en place d'une équipe de modérateurs avec de l'intelligence artificielle pour essayer de calmer un peu le jeu. Et il y a même un bot, donc un chatbot dédié sur Telegram qui permet de signaler d'éventuels contenus dangereux ou illicites. Donc c'est un vrai changement de politique pour Telegram et qui se fait déjà sentir puisque visiblement, première conséquence, les matchs de foot piratés, enfin les rediffusions de matchs de football de Ligue 1 qui se faisaient de manière totalement illégale sur différents canaux sur Telegram sont en train de disparaître petit à petit. Les streamers qui retransmettaient ces matchs semblent avoir quitté la plateforme quasiment après l'annonce de Pavel Durov. Voilà pour l'essentiel de l'actu tech de la semaine. Si vous en voulez plus, suivez Monde Numérique au jour le jour avec une chronique d'actu chaque fois qu'il y a un sujet important à ne pas rater. Allez, attachez votre ceinture, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Guglielminetti. Hey Jérôme Colombin, salut. Ravi de te retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, Bruno, animateur du podcast Mon Carnet. J'ai quand même senti une hésitation là, au début de la phrase. Oui, j'étais pas sûr que c'était toi. C'est moi. Je me demandais si c'était pas ChatGPT qui me répondait. Avec son mode vocal avancé. Avec son mode vocal avancé. Bon, alors tu sais, je suis très énervé puisque... Enfin, je suis très jaloux, plus exactement. Okay. Puisque tu as quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, nous, ici en France. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Là, c'est toi qui a le mode avancé, le mode vocal avancé de ChatGPT, ouais. Donc, je pense que tu vas être obligé de nous faire une démo. C'est bien ou pas? Écoute, moi, je pensais pas... Tomber amoureux? Pas être épaté. Tout le monde, non, tomber amoureux, il faut se calmer. Mais je ne pensais pas être épaté autant de la chose parce que déjà, on en avait déjà parlé, j'utilisais ChatGPT en mode vocal, mais là, d'être capable de l'interrompre, de retourner la conversation à 90 degrés, de le faire revenir en arrière, de rembarquer en avant, et tout ça, là, comme ça, rapidement, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu veux que je te donne un exemple? Ah, mais alors, avec grand plaisir. J'en meurs d'envie. Ah là, non, mais retiens-toi un peu. Est-ce que tu peux me parler de, Jérôme Colombin? Je ne dispose pas d'informations sur un Jérôme Colombin spécifique. Il se peut que ses réalisations ne soient pas largement connues ou documentées. Si vous cherchez quelqu'un de renommé dans le journalisme... Ah, c'est méga vexant. Mais on a fait le test. On a fait le test avant de démarrer. Non, mais Jérôme, j'ai fait exprès. Non, sérieusement, je voudrais que tu me parles de Jérôme Colombin qui a été à France Info et qui aujourd'hui est podcasteur. Ah, je vois. Jérôme Colombin est un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a longtemps travaillé à France Info, où il était connu pour ses chroniques sur le numérique. Mais est-ce que tu peux me dire si Jérôme Colombin a déjà eu un restaurant? Non, à ma connaissance, Jérôme Colombin n'a jamais eu de restaurant. Il est principalement reconnu pour son travail dans le journalisme technologique, à la radio et en tant que podcasteur. Et est-ce que c'est vrai que Jérôme Colombin et François Sorel, ce sont des cousins?
Non, Jérôme Colombin et François Sorel ne sont pas cousins. Bon, Il ben faudra merci que des beaucoup. journalistes Est-ce spécialisés dans les nouvelles est-ce technologies. que tu peux lui demander, de nous parler avec une voix énervée? Non, moi, je fais pas ça. Ah bon? C'est la dernière chose que tu veux faire, énerver une machine. Oui, c'est vrai que c'est Ouais. pas forcément une bonne idée. Non, surtout que Mais moi, je l'utilise pour travailler, là. J'ai pas le goût de l'énerver. Va. Mmh. Mais ça donne une idée de la flexibilité au niveau de la Ouais, discussion. mais pourtant Euh, c'est possible, hein, oui, de c'est possible. lui Ah oui, demander de une voix l'énerver, oui, 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 oui. oui, de Puis l'énerver. oui, ou sinon, on peut, ben, déjà, on entendait son intonation de Ah oui, ta, 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 ta. Ouais. Ouais. Et puis, c'est possible de lui demander de jouer un rôle. Moi, juste avant qu'on se parle, j'ai dit Quand je te pose une question sur Jérôme Colombin, tu dis que tu ne le connais pas. Ah, si tu lui avais demandé ça? Oui, 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 Ah ouais, d'accord, OK, tu l'avais manipulé. oui. Ah, je C'est habile, comprends. hein? Ouais, c'est pas mal, pas mal. Voilà. Impressionnant. Bon, Voilà. donc c'est le nouveau ChatGPT, mais bon que j'avais un peu découvert en avant-première, lorsque Tout à j'avais fait. interviewé, Romain Huette qui m'avait fait une petite démo comme ça, mais il n'était pas encore, déployé. Voilà, donc nous, ben, on en est privé pour l'instant. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, hein. On pense que c'est toujours à cause de la réglementation européenne, mais Ben, c'est donc sûrement pas pour des raisons de langue, ah parce ben que non, si c'est disponible en français au Québec, mais il parle parfaitement bien français. En plus, il a ouais, pas ouais, ouais. d'accent, hein. Non. Mmh. On dirait pas qu'il est québécois. S'il te plaît. Je veux dire, il y a pas Il a pas d'accent, on dirait d'accent. pas qu'il est français. Non, je sais, quand on va au Québec, c'est nous qui avons un accent, c'est Ah, mais même quand vous restez chez vous, c'est toujours ouais, voilà, différent. c'est nous qui avons Ouais, un accent, ouais. exactement. Non, Bon, mais merci on n'est pas Bruno. sur la linguistique, là. Voilà, je voulais te Pas du tout. présenter. Mais Non, moi, mais je voulais absolument. savoir. Mais arrête, là, j'ai des questions à te poser. Hier, tu as suivi la présentation de Meta. Tu as même écrit là-dessus, j'ai lu un truc de ta part. Ouais, j'ai fait un petit récap complet, Ouais. normal. Ben oui, très complet, c'est plus que normal. Qu'est-ce que tu en as pensé pour les gens qui ne t'ont pas encore lu? Eh bien, écoute, c'était intéressant quand même. J'ai trouvé que Mark Zuckerberg était en pleine forme, surtout, Ouais. Avec son tout nouveau joyeux, look? Ouais. avec son nouveau look. Bon, il avait un t-shirt trop grand, mais il était quand même bien motivé. Et c'est pas mal quand même tout ce qu'ils ont annoncé. C'est quand même Ouais. pas mal. Aussi bien les lunettes holographiques, là, le projet Orion. Alors bon, c'est encore un prototype. On ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est pas au point. On sent qu'il y a un vrai défi technologique à relever. Et d'ailleurs, quand on lit le billet de blog très détaillé qui explique ce qui se Ouais. cache derrière ce Sur Meta, projet, ouais. ils expliquent que, eh bien, l'équation elle est compliquée. Il faut de la puissance informatique. En même temps, qui dit puissance dit consommation énergétique. Donc, il faut des batteries. Donc, c'est des questions d'autonomie. Donc, c'est des questions de dissipation thermique aussi, de chaleur. Il paraît qu'ils se sont apparemment bien creusé la tête sur les questions de dissipation de chaleur, et donc ils ont mis au point un matériau spécial. Après, il y a un truc qui est un petit peu décevant, c'est qu'il est en 3 morceaux ce produit, Ben oui. hein, puisqu'il y a les lunettes, il y a un boîtier déporté où il y a encore de la puissance de calcul, et puis il y a l'interface qui remplace ce qui pourrait être une souris et qui est donc ce bracelet qui permet de faire des À capter le mouvements avec les doigts. mouvement, ouais. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ben moi, écoute, j'ai pas été. Je veux pas sembler. J'étais content de voir qu'ils avancent là-dedans. Moi, je m'attendais pas à rien, donc je suis content, c'est une bonne nouvelle. Mais je suis heureux de voir qu'on avance, parce que ça fait des années, hein, quand on parle du casque de réalité augmentée ou virtuelle, peu importe, on dit, ouais, mais un jour, il y aura des lunettes comme ce qu'on porte sur le nez. Mais là, on commence à s'approcher. Alors, c'est d'ici 1 an, 2 ans, on peut penser qu'on aura vraiment affaire à une vraie paire de lunettes qui sera juxtaposée ou qui sera synchronisée avec notre téléphone et qui sera capable d'utiliser la puissance du téléphone pour générer quelque chose qu'on verra. On n'est pas tellement loin de ça, là, avec ce qu'on a vu hier. Oui, mais tu vois, moi j'ai l'impression que les barrières technologiques sont encore quand même assez importantes. C'est un peu comme pour les casques de VR où Ouais. il y a aussi des barrières qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à franchir. Donc, moi, je souhaite aussi qu'on puisse voir ce type d'appareil, même si on peut se demander si tout le monde ne va pas devenir complètement fou, hein. Imagine si demain tout le monde a des lunettes à réalité augmentée, à mon avis, tout le monde n'en fera pas une utilisation Non. très sage.
Non, t'as raison. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que tu pourras plus. Il y aura des accidents de voiture tous les jours. Il y aura c'est un produit qui est aussi potentiellement assez dangereux, en fait, Ouais. socialement, il me semble. Disruptif. Plus ouais. que les Google Glass on leur a reproché de prendre des photos dans la rue, etc. Mais c'était pas forcément ça le problème. Le problème des lunettes avec des informations, c'est que il y aura forcément des excès. Ah, mais Des abus. t'imagines, toutes dans les mauvaises mains, évidemment, ou sur le mauvais nez, toutes les arnaques qui peuvent être faites, ça va être fou. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais Jérôme, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu. » Pardon. « Oui, oui, Jérôme, on a été à tel endroit. » Bon. Ouais, mais c'est ça le problème. Ce sera toutes les utilisations Et là, on va devoir déviantes, demander aux quoi. gens, quand ils nous rencontrent, « Enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. » Non. Ouais. Mais à côté de ça, c'est plein de promesses pour la traduction quand Ouais. on va dans des pays étrangers pour avoir des infos supplémentaires et tout. C'est formidable. Voilà. Le problème, c'est Mais- que il faut que la technologie sera peut-être prête un jour, mais est-ce que l'humain sera prêt, lui, un jour? Ça, c'est pas sûr. Ben ça, c'est l'autre question. Mais c'est vrai avec toutes les technologies. Hein. Mais autre produit qui a été présenté, le Quest 3S. Ouais. Comment t'as vu ça? C'est sympa, un casque de réalité, réalité augmentée, réalité mixte à moins de $300. C'est quand même assez attractif. C'est une grosse claque au Vision Pro d'Apple. Ça rend le Vision Pro encore plus cher. Ben oui. Hein. Et voilà, tu vas l'acheter, toi? Ouais, moi, j'ai déjà commandé. Là. Ah oui, carrément. Ah ouais, D'accord. ben oui. Ben, hier, Ça saute dessus. quand je l'ai vu, j'ai été tout de suite sur le site. D'accord. Non, parce que je trouve, d'une part, bon, moi, je suis un utilisateur du Quest 2 et j'attendais Ouais, la moi version. aussi. Je m'attendais peut-être à un Quest 4, mais bon, je pense qu'ils ont autre chose en tête pour cette évolution-là. Mais d'arriver à offrir tout ce qu'ils offrent avec une puissance qui est très honorable à ce prix-là, moi, j'avoue qu'ils ont fait leur devoir, là. Et tu imagines quoi comme utilisation? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pas de parler avec toi parce que j'aime Parce mieux que ça, te t'en as parler. marre? Ouais, non, ça, non. Une fois par semaine, ça me suffit. Mais peut-être le jeu ou le documentaire ou essayer d'aller plus dans les activités Regarder des immersives. films. Ouais. Moi, ce qui me tente, c'est le côté environnement de travail. Multiplier les écrans pour pouvoir travailler, avoir l'ordinateur intégré dans le casque, etc. Ça, c'est un truc qui me tente vraiment pas mal. Et puis aussi mixer le côté visio-communication avec l'environnement de travail. Comme on avait fait dans Horizon Workrooms avec François, on avait enregistré donc cette émission, on était dans un univers virtuel. Alors j'aime pas trop l'univers virtuel de Meta, le côté cartoon là, tout le monde en personnage de film d'animation, je suis pas fan. J'ai l'impression que plus ça va se démocratiser et plus on va avoir des alternatives. Puis de toute façon, c'est une question de rendu. Hein. Le jour où Meta va nous permettre d'utiliser notre téléphone pour prendre une photo de nous, de créer un vrai avatar, en tout cas un avatar qui nous ressemble plus, on paraîtra moins comme des dessins animés, puis là, ça changera déjà l'expérience. Ouais. Comme ce qui est déjà possible dans le Vision Pro, par exemple. Exactement. Exactement. C'est vrai. Ouais. C'est l'une des différences majeures. Mais bon, est-ce que ça vaut 3 000 $ de plus? Pas certain. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est certain. Jérôme. Oui. Peux-tu me dire qui est cette nouvelle secrétaire générale? Non, secrétaire d'État. C'est quoi ça? C'est ça son titre. Donc, secrétaire d'État, ça veut dire, c'est presque comme ministre, mais c'est pas ministre. Sans budget. C'est un ministre sans budget, ouais. Oui, ça. Exactement. Ça dépend d'un autre ministère. Alors, qui est cette personne qui vient d'être nommée? Clara Chapaz, effectivement. Écoute, c'est un peu une surprise. On l'attendait pas forcément. Enfin, on l'attendait pas du tout, même. C'est pas une mauvaise surprise. C'est quelqu'un qui dirigeait ce qu'on appelle la mission French Tech. La French Tech, évidemment, tu connais. Hein, c'est cette espèce de bannière sur laquelle se rallient toutes les entreprises de tech françaises. Et la mission French Tech, c'était l'organisme un peu de pilotage au niveau du ministère. Donc, elle, sa vraie expertise, c'est l'aspect business, quoi. Elle est très, très immergée dans l'univers des startups. D'ailleurs, c'est amusant parce que la semaine prochaine, ils font un événement qui est la rentrée
de la French Tech, où il y aura tous les représentants de la French Tech, et ça se fait du coup au ministère en présence de cette nouvelle secrétaire d'État. Tant qu'à faire. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai rencontré, je l'avais interviewé il y a 1 an environ. On faisait un bilan justement des 10 ans de la French Tech. Et voilà, elle a une vraie connaissance et une vision de l'univers et de l'écosystème des startups. La French Tech, elle va bien et pas bien en ce moment. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de boîtes qui sont en difficulté, mais bon, il faut pas aussi que ça masque d'autres réussites. Alors après, il y a autre chose. Elle est également ministre de l'intelligence artificielle, enfin secrétaire Ça, c'est d'État. nouveau, ça. C'est la première fois qu'on voit le titre on voit apparaître le mot intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant. Mais en même temps, Jérôme, c'est pas là où elle a le plus de légitimité. Non, mais c'est ça. Puis j'allais te poser la question. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit, il faut que j'en parle à Jérôme. Est-ce que c'est pour faire à la mode? C'est un message que le gouvernement envoie? Ou c'est parce qu'effectivement, là, maintenant... Je pense que c'est un peu ça. Je pense que quelqu'un a dû suggérer, bien sûr, quelqu'un a dû suggérer de faire apparaître l'intitulé, enfin, de se soucier de la question de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une bonne nouvelle, ouais. Ça, c'est bien. Et ils se sont dit, où est-ce qu'on le met? On va le mettre avec le secrétariat d'État, voilà. Mais je trouve que c'est, enfin, je sais pas, tout dépend quels sont les aspects qu'elle va traiter. Si c'est des aspects business, développement, aider les startups en IA, leur faciliter la vie, etc., très bien. Si c'est réfléchir aux problèmes de fond éthiques, sociaux, etc., posés par l'IA, après, elle s'entourera d'experts, hein, mais c'est pas son cœur d'expertise à elle. Voilà. Ouais. Mais est-ce que c'est bien accueilli? C'est pas une grande chercheuse en informatique ou en intelligence artificielle, hein, mais c'est pas forcément ces gens-là qui font les meilleurs ministres. Donc, Et comment ça a été accueilli, sa nomination? Ça a été accueilli de manière assez partagée. C'est un peu ce que je te disais. Il y a ceux qui se félicitent tout à fait en disant que c'est un très bon choix parce que elle est parfaitement intégrée dans l'univers des startups et de la French Tech. Et puis ceux qui disent que c'est pas, elle est pas d'un niveau scientifique et technologique hyper pointu, quoi. Mais voilà, c'est assez partagé. Est-ce qu'on l'entendra bientôt dans Mon Numérique? Écoute, ouais, j'espère. Moi, j'ai rediffusé l'interview que j'avais faite d'elle l'année dernière, parce que ça me semblait intéressant, ça donnait un certain éclairage, et j'espère que quand elle aura pris un peu de son envol et qu'elle aura pris connaissance des dossiers, et qu'elle aura sans doute des choses aussi à communiquer, je me ferai un plaisir d'aller lui tendre mon micro, ouais. Est-ce qu'on dit Madame la ministre? Tu sais qu'en plus c'est une personnalité. Enfin, c'est amusant parce que pour la petite histoire, pour le côté people, c'est la fille d'un des tout premiers start-upers français qui a vraiment réussi. C'est la fille de Pierre Chapaz, qui était le créateur de la start-up Quelcou, le moteur comparateur de prix Quelcou. Voilà, qui a été la toute première vague des startup tech françaises et qui a été une réussite phénoménale, qu'il a revendu après. Voilà, et maintenant, il coule des jours heureux, je ne sais pas où, mais... On le salue. En fait, je sais, mais je ne le dirai pas. Ouais, c'est plutôt ce que je pensais. Ouais. De quoi parles-tu, Bruno, cette semaine dans mon carnet? J'ai honte, j'en parle même pas de mon menu. Non, au contraire. Mais écoute, ça m'étonnerait. Plus sérieusement, je m'en vais ailleurs. Écoute, je parle à un concitoyen français qui est Mathieu Deboeuf-Rochon, que tu connais. C'est un des deux auteurs. C'est un des deux auteurs du guide de survie du CES. Et écoute, je pense que toi, tu le sais. Tu es déjà dans le tempo CES. Oui. Oui, parce qu'à Paris, cette semaine, toi, tu le sais, mais il y a peut-être des auditeurs qui ne le savent pas. Il y avait le grand patron Gary Shapiro du CES qui est venu faire sa visite en France pour annoncer un peu ce qui allait être disponible à Las Vegas. Et puis, Mathieu a passé un bon moment avec lui. Alors, je lui ai demandé de faire le relais de ce qu'il a entendu des oreilles de Gary, à quoi va ressembler le CES. C'est fort intéressant. Et puis aussi, je lui ai parlé, je souhaite que ce soit le cas parce que l'an dernier, il avait été retenu comme jury sur le CES Unveiled et son nom, c'est un peu comme les Goncourt, hein. Son nom circule, il y a 3500 candidats là-dessus, mais son nom circule pour être un des finalistes. Alors, je lui ai parlé de ça aussi. Et puis, autre discussion, tu sais, je fais très dans le mondain. Et puis, autre c'est très people cette semaine.
Très, très. Et puis, c'est pour faire différent de toi. Et puis, autre discussion, mais là, c'est vraiment... là, je prends mon pied avec ce concept-là. J'ai réuni, c'est dans le cadre d'une rencontre qui a été organisée chez Novipro, qui est un gros joueur de l'informatique ici au Québec. Et j'ai réuni 5 patrons de TI qui, sous le couvert de l'anonymat, répondent à toutes mes questions. De TI? De TI, oui, de système informatique d'entreprise. Ah, d'accord. Oui. Okay. Et donc, ils répondent vraiment à toutes mes questions sous le sceau de l'anonymat. On connaît pas leur nom, on connaît pas leur employeur, mais c'est tous des grosses boîtes. Wow. Et donc, c'est vraiment... Bruno, lanceur d'alerte. Exactement. Alors, qu'est-ce qui les empêche de dormir? Comment ils gèrent les rançongiciels, les risques, l'intégration de l'IA? C'est pour certains, c'est vraiment un cauchemar. Et puis, on discute de ça. Ça dure... La totale, ça dure 1 heure. Ça sera disponible juste à côté, mais je vous en présente un extrait dans mon carnet. C'est vraiment chouette comme discussion. Cool. Bah écoute, super. On va vite aller écouter mon carnet. Tout de suite après mon numérique. Bon, je te dis à la semaine prochaine, Bruno. Et puis je te dis, alors on se retrouvera pour un nouveau débrief transatlantique. Mais avant cela, lundi, rendez-vous avec François Sorel pour notre grand show mensuel. Le grand débrief. Ça va parler de quoi, ça? Ouais, ça va parler de quoi, là? Rafraîchis-moi la mémoire. Ah, bah écoute, on passe en revue les moments importants du mois de septembre et puis on se tape nos petits délires tous les 3. Bon, hein? Puis okay. Si je suis chanceux, tu me laisseras parler de Netscape. Ah ouais, ok, si qui tu fête veux. ses 30 ans. D'accord, ouais, bientôt, tout à fait. Voilà. Okay, voilà, merci. tu nous raconteras ta guerre avec Netscape. Ouais, puis si tu me laisses en parler, je vais être là. Si tu me laisses pas, je suis pas. Allez, je te donne rendez-vous lundi 30 septembre, je crois que c'est ça. Je te le souhaite que ça soit ça. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. Bonne suite de podcast. Bye. Toi aussi. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est un système qui risque de vous faire réfléchir si vous avez des conversations confidentielles et que vous craignez d'être espionné. Peut-être êtes-vous vous-même un espion. Il s'agit en effet d'un système d'écoute à distance des conversations par rayon laser et cela permet d'espionner des conversations orales et même des conversations informatique lorsque l'on écrit au clavier. C'est un chercheur en sécurité informatique, Sami Kamkar, qui a présenté cette trouvaille lors de la traditionnelle conférence DEF CON à Las Vegas, cette conférence consacrée au hacking sous toutes ses formes et à la sécurité informatique. Alors c'était au mois d'août, mais ça vient de sortir, ça vient de faire l'objet de plusieurs articles. Une technique surprenante qui permet donc d'utiliser un micro-laser pour intercepter des conversations. La méthode repose sur l'utilisation d'un laser infrarouge qui s'allume et s'éteint 400 000 fois par seconde et qui peut ainsi capter, à travers une fenêtre, les minuscules vibrations sonores qui sont produites soit par les voix de personnes qui discutent, soit par les frappes sur un clavier. Il enregistre les sons jusqu'à 5000 Hz, donc des fréquences assez élevées, et y compris, même si elles sont de très faible intensité. En gros, cela détecte des sons avec de la lumière, et même lorsque ces sons sont très faibles et qu'ils font vibrer la vitre à travers laquelle on espionne. Et puis ensuite, grâce à des logiciels d'analyse du signal et de déchiffrement, le système parvient à identifier ce qui se dit. Alors pour ce qui est de ce qui est tapé au clavier, par exemple, ça fonctionnerait avec 90% de réussite. Car oui, il faut savoir que les touches d'un clavier d'ordinateur ne font pas toutes le même bruit. Et donc, avec un logiciel spécial, on arrive à savoir sur quelle touche on appuie et par là à déduire ce qui est en train d'être écrit. C'est une technique beaucoup plus discrète, évidemment, qu'un microphone traditionnel pour écouter à distance des conversations ou capter des messages. Ça fonctionne grâce à la transmission de la lumière. Ça paraît assez surprenant, mais en réalité, c'est pas complètement nouveau. Cela vient corroborer d'autres travaux du même genre qui datent d'il y a déjà plusieurs années. Par exemple, en 2020, des chercheurs israéliens étaient parvenus à écouter une conversation dans une pièce en analysant les vibrations émises au niveau de l'ampoule qui pendait au plafond.
En gros, dès qu'il y a des sons, ils se réfléchissent sur des surfaces et si on arrive à intercepter les vibrations que ça génère, il est possible donc de les décoder. En ce qui concerne ce nouveau système présenté à Las Vegas, le chercheur Sami Kamkar annonce qu'il a publié le mode d'emploi de sa trouvaille sur GitHub. Alors, officiellement, bien sûr, il ne s'agit pas de donner des idées aux espions amateurs, mais plutôt de sensibiliser à ce nouveau cyberrisque. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Savez-vous que les fake news peuvent rapporter beaucoup d'argent quand on sait s'en servir pour jouer en bourse ? Évidemment, c'est illégal et heureusement, les entreprises peuvent se protéger aujourd'hui contre ça grâce à la technologie, notamment la blockchain. On en parle dans un instant avec mon invité de la société Wistrust. Mais avant cela, on va s'intéresser à un sujet passionnant, un peu dans le même genre. C'est l'utilisation des réseaux sociaux pour accroître les divisions dans la société. Un phénomène aujourd'hui documenté, notamment par l'Institut des systèmes complexes, un laboratoire du CNRS. J'ai rencontré son directeur. Les interviews qui vont suivre vous seront proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes. Bonjour David Chavalarias. Bonjour. Vous dirigez l'Institut des systèmes complexes de Paris, qui est un laboratoire du CNRS qui traite à toutes sortes de problèmes que vous mettez en équation, si on peut dire. Et vous travaillez notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux par des puissances étrangères. On parle beaucoup de la Chine, de la Russie, qui seraient à l'origine d'un certain nombre de manipulations via ces outils numériques, c'est ça ? Alors, tout à fait. Donc, une des questions quand on analyse les systèmes complexes, c'est, d'accord, ils sont auto-organisés, ils créent des structures, mais on peut intervenir dessus, Ouais. on peut les perturber. Et donc, Tout cela n'est pas très naturel. et donc, quel est l'effet de ces perturbations? Quelle est la meilleure manière de manipuler? Donc, quand on s'intéresse à ces choses-là, et notamment quand on s'intéresse donc aux espaces informationnels, il y a la question de est-ce qu'il y a des acteurs qui essaient, par des comportements dits inauthentiques, c'est-à-dire on va se coordonner pour diffuser un type de message, etc., arrivent à perturber la circulation d'informations, entre guillemets, naturelle d'un pays. Et effectivement, donc, on peut arriver comme ça à détecter des tentatives d'ingérence. Donc, par exemple, au moment des Macron Leaks, dans l'élection présidentielle de 2017, on a vu des groupes d'extrême droite américaine se coordonner avec des groupes d'extrême droite française pour essayer de diffuser ce narratif. Pendant les dernières législatives en 2022, on a des faisceaux convergents d'actions d'États comme la Russie pour essayer effectivement de semer la division au sein de l'espace informationnel français. Enfin, surtout amplifier, c'est-à-dire que la division elle peut exister et c'est pas forcément mauvais. Oui. Mais quand on essaie là où ça fait mal. Voilà, quand on essaie de l'amplifier pour empêcher en fait la résolution en gros pacifique des différends, là ça pose problème. Et alors, vous avez travaillé notamment sur ce qui s'est passé à l'occasion des récentes élections. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Oui, alors, donc, j'ai documenté depuis pas mal de temps comme ça des actions d'interférence sur les réseaux sociaux. Et donc, quand il y a eu les européennes puis les législatives, dans mon laboratoire, il y a eu plusieurs personnes qui étaient un petit peu là-dessus. On a déjà regardé, par exemple, l'utilisation des publicités ciblées payantes, mais politiques, pour essayer de détourner les électeurs d'un vote Macron. Par exemple, la Russie a dépensé beaucoup d'argent pour faire des publicités Ah oui, c'est-à-dire ciblées qu'ils sur Facebook. sponsorisent des posts sur X, par exemple. Vous achetez un sur truc qui dit Facebook. que Macron veut nous entraîner dans la guerre en Ukraine et que donc on va tous mourir, et donc il vaut mieux éviter de les lire. Et vous vous ciblez sur toutes les personnes dont vous pensez qu'elles vont accepter ce discours-là. Donc on a pu documenter ça, mais on a pu aussi documenter le fait, par exemple, de la création de faux profils en ligne pour essayer de créer de la division, etc., dont on pense, il y a de très fortes probabilités qu'ils soient créés par des entités comme le Kremlin. Et aussi, on peut analyser, en fait, comment ils essayent d'orienter le débat en ligne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le résultat d'une élection dépend vraiment du thème du moment. Si on ne fait que parler d'écologie, on ne veut pas voter pareil que si on fait que parler d'immigration ou que parler de la guerre en Ukraine. Et donc, l'orientation de l'agenda médiatique et de l'agenda de l'opinion publique est très importante. Et donc, il y a des actions sur les réseaux sociaux pour essayer de forcer l'agenda et le cadrage. Et donc, par exemple, pendant les législatives, on a beaucoup... il y a eu, a priori, une amplification du conflit, la prégnance du conflit israélo-palestinien, qui est une horreur absolue. Mais si vous voulez, il y a eu
une amplification de ce débat-là pour qu'on se positionne par rapport à ce débat-là plutôt que par rapport à d'autres, par exemple la guerre en Ukraine. Oui, c'est-à-dire pour faire remonter ce thème et polariser. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, en fonction des débats, vous avez des lignes de fracture différentes. C'est-à-dire la guerre en Ukraine, en gros, l'extrême droite est plutôt pro-Poutine et puis tout le reste est partant pour dire il faut soutenir l'Ukraine. Sur le thème conflit israélo-palestinien, les lignes de fracture sont à des endroits complètement différents. Vous avez d'un côté, en gros, la gauche et de l'autre côté, la droite et l'extrême droite, pour le faire rapidement. Donc, si vous forcez cette ligne de débat-là pendant une élection, eh bien, vous affaiblissez le Front républicain, puisqu'en fait, vous faites ressentir à chacun des partis modérés de droite et de gauche que ça va être difficile de s'allier parce qu'ils ont des positions différentes sur cette question-là qui, au moment T, est perçue comme la plus importante, peut-être. Donc, en modulant en fait la perception du débat et la présence de certains thèmes dans l'opinion publique, on va en fait influencer sur les ralliements et aussi notamment donc sur le Front républicain et aux dernières législatives, étant donné que le Rassemblement national était en tête dans quasiment toutes les circonscriptions, la question du Front républicain était une question majeure. Et donc, le faire échec à ce Front républicain, en fait, c'était faire élire le RN. Oui, donc c'était l'objectif, clairement, des forces qui étaient derrière. Et comment ils font concrètement ? C'est quoi ? On va repérer les sujets d'actualité qui fâchent et puis on les fait monter, etc. C'est ça, donc très, très concrètement, on va utiliser les vulnérabilités des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux vont par exemple se mettre à recommander un sujet s'ils pensent que c'est en train de monter, donc on va faire croire qu'un sujet est en train de monter en se coordonnant sur la plateforme, en postant plein de messages. Sur Gaza, il y a eu par exemple, moi j'ai repéré un compte qui a été donc on suit Twitter depuis plusieurs années, donc ça c'est un compte qui était sur Twitter, mais qui avait aussi des comptes sur Facebook, des plateformes un peu complotistes comme Odyssey, etc., qui en gros dans les années 2020 était anti-vax et positionné à l'extrême droite, et qui, au moment de la guerre en Israël et à Gaza, a switché, s'est mis à parler que de Gaza et à relayer des images extrêmement violentes et insoutenables qui étaient vraies et qui étaient dont le côté horrible était vrai, enfin c'est pas le problème, mais qu'on ne peut pas montrer à des gens non préparés. Ça peut créer qu'on voit jamais dans les médias. Ce qu'on voit jamais dans les médias parce que parce que vraiment ça peut créer des troubles post-traumatiques. Hein, c'est vraiment des images d'horreur. Et donc en bombardant avec ce genre d'images la communauté, notamment la communauté LFI. Mon analyse, c'était qu'il a renforcé, si vous voulez, la sensibilité des LFI sur ce thème. Il a forcé ce groupe politique et les groupes à côté à le mettre tout le temps sur la table sur tous les débats. Et en parallèle, on a vu, alors c'est toujours dur de savoir si c'est exactement les mêmes acteurs, mais en parallèle, il y avait aussi des comptes qui se faisaient passer pour, par exemple, des islamistes, mais qui n'étaient pas des islamistes, et qui allaient interpeller les comptes de droite, en leur disant l'islam est grand, on va tous vous tuer, etc. Votre culture est décadente. Donc il y a comme ça une espèce de polarisation artificielle. Juste pour les énerver. On va amplifier les dissensus de manière à ce qu'il n'y ait plus d'accord possible, notamment sur des choses comme par exemple le Front républicain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en gros, dans une population lambda, il y a toujours un pourcentage assez significatif de personnes qui sont prêts à croire ou à, même parfois par révolte, de croire à quelque chose, à un narratif qui va leur plaire. Et donc, si vous arrivez à convaincre même 5, 10, 15% de la population un faux narratif ou de se révolter et que vous arrivez à les piloter comme ça de manière émotionnelle, en fait, sur la masse d'un pays, ça fait beaucoup. Et vous pouvez créer même des mouvements sociaux quasiment pas de toutes pièces, mais vous pouvez facilement amplifier ou voir faire durer un mouvement social qui peut-être se serait épuisé. Par exemple, on sait que pour les Gilets jaunes, il y a eu l'amplification côté Kremlin. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a duré longtemps ? C'est difficile à dire, hein, parce qu'on ne peut pas faire pas faire de A/B testing comme on veut. On ne peut pas faire la France sans et la France avec. Mais en tout cas, ma conviction, c'est que ça a un rôle assez significatif. De fait, il y a quand même un truc de bon sens que si vous arrivez à agir sur les réseaux sociaux de manière assez massive et à rabâcher, à utiliser ce qu'on appelle le biais de répétition, c'est-à-dire une fois, vous ne croyez pas, deux fois, mais quand vous voyez la même information de plusieurs personnes différentes et plusieurs fois, au bout d'un moment,
ça commence à Et puis tout le introduire monde le n'a doute. pas ne serait-ce que le temps d'aller se poser la question, Bien sûr, bien de sûr. chercher, voilà, il voit passer Bien ça, sûr. hop, ça rentre, on y sûr. fait à peine attention, sûr. mais ça frappe Tout à fait. malgré C'est-à-dire tout. qu'il y a aussi, il faut prendre en compte aussi le fait qu'on est touché à la fois de manière rationnelle et émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne croit pas à une information que le jour du vote, on va pas se dire, ah, celui-là, finalement, je le sens pas, je vais voter sur l'autre. Ça peut jouer sur des infos émotionnelles. Donc on a un vrai problème, mais ça c'est d'autres études où on montre ça, un vrai problème de qualité des infrastructures numériques qui nous permettent de faire société en ligne. Et pareil, juste pour ne sauter qu'un exemple, on a montré que les algorithmes de recommandation qui vous alimentent en information dans votre fil d'actualité sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc ces algorithmes de recommandation, en fait, sont biaisés. Et par exemple, sur Twitter, il enrichit votre fil d'information en contenu dit toxique. À chaque fois, ça procède d'une simplification en disant il n'y a Bien que sûr. deux acteurs, il faut vous positionner, et du coup, si vous êtes d'un camp, forcément, vous êtes en train de vous battre contre l'autre camp. Et donc ça, c'est une stratégie globale, récurrente en fait, pour en gros créer du dissensus social à large échelle. Merci beaucoup, De David rien. Chavalarias, directeur de l'Institut des systèmes complexes. Bonjour Raphaël Labbé. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de la société Wistrust, qui est une entreprise française qui a donc une activité assez originale, puisque vous êtes parti en guerre contre les fausses informations, les fake news, et notamment les fake news liées aux entreprises, avec une société, avec une solution technologique que vous avez développée pour arriver à sécuriser et à lutter contre ce fléau. Expliquez-nous ça. Avec plaisir. Donc, je vais vous raconter une petite histoire ça, pour rendre les choses concrètes. En 2018, Vinci, la société, est pris dans un faux communiqué. Et alors, je vous raconte comment ça s'est passé. Tout simplement, à 3h30 de l'après-midi, les bureaux de presse, les journalistes reçoivent un communiqué de presse avec le logo Vinci, un lien vers le site, un numéro de téléphone qui dit « Notre directeur financier a commis une fraude sur nos résultats qui remontent aux 5 dernières années. Nos résultats sont donc faux depuis 5 ans. » Donc évidemment, évidemment non, mais cette news est reprise par Bloomberg. Du coup, les marchés s'inquiètent de la situation, évidemment, puisque un faux comme ça, il y a des... Bah oui, ça fait du bruit. Voilà, ça fait du bruit, ça impacte sur la valeur de la société. La société, le cours de l'action Vinci plonge de 20%. Donc ça représente quand même 8 milliards de capitalisation boursière, c'est assez gros. Et 20 minutes après, un nouveau communiqué arrive, ou 25, je me souviens plus exactement du détail, qui dit « Non, attendez, tout ça c'est faux, ça n'est jamais arrivé. » Le cours remonte. Il y a des articles partout, les journalistes tirent dans tous les sens, savent plus si c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais bon, le marché a quand même fait bam bam. Le premier et le deuxième sont des faux. Et Ah ouais, même le démenti. Et ben même le démenti. Ouais. Et Et je me souviens de cette histoire qui avait fait pas mal de bruit. Ouais, le but, il était simple, c'était de créer ce roller coaster, cette baisse et cette hausse, pour pouvoir trader sur les mains, donc vendre et acheter des actions. Alors là, en l'occurrence, pas des actions de Vinci directement, parce que c'est assez traçable, mais probablement plus des produits dérivés. Bon, on va pas faire de la finance, mais en gros, c'est des produits qui sont attachés au CAC 40 et qui sont du coup plus difficiles à tracer. Il y en a des volumes qui sont beaucoup plus gros. Mais comme ils savaient qu'ils allaient impacter une des sociétés, ils pouvaient calculer un petit peu quel impact ça allait avoir sur le CAC 40 et ils ont réussi, selon certains experts, à gagner 60 millions d'euros dans cette opération. Et donc du coup, alors c'est des chiffres qui sont des estimations évidemment, ils n'ont pas été attrapés. Pour ça, ils ont eu besoin de Word, de Internet, d'un burner phone et de faire un copier-coller d'un site Internet. Qu'est-ce que c'est qu'un burner phone ? Un téléphone jetable comme les trafiquants de drogue pour qui était le numéro qui était en bas du communiqué, que les journalistes d'ailleurs, que beaucoup de journalistes ont appelé pour vérifier la véracité, puisque dans cette histoire, Vinci a été piégé, mais principalement les journalistes. C'est les journalistes qui, reprenant cette information, l'ont entre guillemets rendue fiable, enfin crédible. Ou en tout cas actionnable d'une certaine manière. Qu'elle soit vraie ou pas, elle avait un impact. Et donc du coup, cette histoire qui est un peu rocambolesque,
nous a fait réaliser qu'on était en risque avec notre métier, que c'était un enjeu de technologie, puisque même s'il y a évidemment une manipulation, il faut quand même faire un faux communiqué avec un logo, un faux site. Il se passe des choses, il y a des outils techniques qui sont utilisés. Et on s'est dit, bah mince, on n'a pas envie que ça nous arrive. Ça, c'est normal. Si vous avez n'importe quelle activité, n'importe quelle entreprise, être pris dans une tempête comme ça, c'est pas l'idéal vis-à-vis de ses clients. Donc, on a commencé à réfléchir. Et là est venue l'idée de, en fait, prouver l'authenticité d'un communiqué de presse ou d'une information financière, en utilisant une technologie qui, à l'époque, était très en vogue, mais pas si utilisée que ça pour des cas concrets, qui était la blockchain. Et donc, on s'est dit, en fait, on va prendre l'empreinte digitale de ce fichier, le fameux communiqué de presse, l'heure à laquelle il a été créé, sur quel ordinateur, son poids, tout ce qui le rend unique, comme votre empreinte digitale avec votre pouce, qui fait qu'elle vous appartient qu'à vous, Jérôme. On va prendre cette empreinte digitale. On va pas garder le fichier puisqu'on a besoin que de l'empreinte digitale. Donc notre client, il garde toutes les informations confidentielles qui sont les siennes, mais il nous met l'empreinte digitale du fichier dans la blockchain avec notre solution WithTrust Protect. Et vous, Jérôme, quand vous recevez votre communiqué, vous allez sur WithTrust Protect, vous le drag and droppez, vous prenez votre fichier, vous le mettez sur le site et on vous dit, ah bah oui, ça colle, c'est bien l'empreinte de Jérôme. C'est bien Jérôme qui a fait ce communiqué. Et donc du coup, on a un moyen simple qui demande aucune connexion, aucun login, qui est gratuit pour tous les gens qui veulent vérifier l'information, de s'assurer avant d'acheter ou de vendre des titres d'une société que l'information est bien légitime. Et ce qui a démarré vraiment comme une solution à un problème qui était ceux de nos clients et donc un peu le nôtre aussi, est en fait devenu, comme vous le disiez, presque un combat, parce qu'en fait, le nombre de faux communiqués et de manipulation des entreprises a complètement explosé depuis 5 ans. Et alors, si on a un peu de temps et que ça intéresse vos auditeurs, mais ça, c'est vous qui savez, je vous raconterai d'autres cas et d'autres anecdotes parce que c'est assez croustillant et surtout, ça part dans tous les sens. Il y a des choses drôles, il y a des choses très sérieuses, il y a des choses avec des entreprises dont on adore parler comme Tesla ou Starbucks, et puis il y a des choses avec des plus petites entreprises, mais où les risques, finalement, la manipulation a beaucoup plus d'impact, même si c'est moins glamour. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël Labbé, CEO de WithTrust. Voilà, et je vous invite vivement à écouter les versions intégrales de ces interviews la semaine prochaine sur le feed du podcast Monde Numérique. Il est temps à présent de retrouver le prospectiviste Olivier Parent du podcast Écho du futur, partenaire de Monde Numérique, qui décrypte pour nous les films de science-fiction. Ce mois-ci, bienvenue à Gattaca. Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Bienvenue à Gattaca, où l'eugénisme génétique est érigé en politique d'État. Dans les faits, le film raconte la lutte, le combat d'une volonté, celle de Vincent, joué par Ethan Hawke, contre les a priori d'un système très bien rodé. Car Vincent a un rêve, aller dans l'espace. Mais génétiquement imparfait parce que conçu naturellement, les portes de l'institution spatiale lui sont irrémédiablement fermées. Vincent finit par croiser le chemin, la vie brisée d'Eugène, un parfait handicapé. On peut noter que l'étymologie de ce prénom vient du grec eugénès, bien né, bonne ou noble race. Et on les suit ensemble en train de développer les subterfuges qui vont permettre à Vincent de vivre son rêve, aller dans les étoiles, participer à l'aventure spatiale. C'est aussi l'occasion d'aller à la découverte de cette nouvelle humanité qui s'autorise la conception d'un pluridactyle fonctionnel, un mutant à 12 doigts, individu seul en capacité d'interpréter de manière géniale une partition écrite exprès pour cette disposition. Ici, il faut entendre le mot mutant écrit entre guillemets, car dans le monde de Gattaca, l'amélioration toute dérangeante qu'elle puisse nous paraître est devenue la norme. C'est le non sélectionné qui est le monstre, celui qui doit se cacher, celui qui va de petit boulot en petit boulot jusqu'à ce que son identité génétique imparfaite ne le rattrape
et ne lui ferme les portes d'une vie sociale sous le diktat d'une normalité génétique. Et c'est le quotidien de Vincent jusqu'à ce qu'il croise le chemin d'Eugène qui lui donne l'énergie et les moyens de construire son rêve. Sous couvert d'une conquête spatiale aux mains de cette élite génétique, n'est-ce pas une nouvelle humanité débarrassée de sa lie qui se cherche une nouvelle terre où s'implanter ? À ce propos, les transhumanistes seraient-ils à bord de ces vaisseaux ou resteraient-ils sur Terre pour vivre l'humanité dans toute sa diversité ? Il serait intéressant de poser cette question à Elon Musk, ne croyez-vous pas ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste. C'est fini pour cette semaine. Monde numérique, l'hebdo. On se retrouve samedi prochain, bien entendu, pour un nouvel épisode de l'hebdo. Mais avant cela, je vous donne rendez-vous lundi 30 septembre pour une nouvelle mouture du grand débrief de Monde numérique. C'est avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti pendant 1 heure. On passe en revue l'actu du mois écoulé. On vous donne nos impressions, des commentaires aussi, et même des potins sur nos vies de journalistes geeks. Voilà, n'oubliez pas de laisser un commentaire, des petites étoiles aussi à propos de ce podcast sur votre plateforme d'écoute, en tout cas sur Apple Podcast, sur Spotify, enfin sur les plateformes où c'est possible, c'est pas possible partout malheureusement. N'oubliez pas que les petites étoiles, c'est fait pour noter le podcast globalement, donc si vous n'êtes pas content d'un épisode, dites-le moi en commentaire. En fait, les étoiles ne servent pas à commenter un épisode en particulier. Réagissez sur le site mondenumérique.info, sur les réseaux sociaux et puis aussi sur le chat de Monde Numérique. C'est finalement l'endroit le plus simple où on peut converser facilement. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut!